Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire avec le pays représenté à Bakou en Azerbaïdjan pour la COP 29. Le vice-président de la République réaffirme ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire à promouvoir la vision de l'Union africaine qui intègre pleinement le capital naturel dans nos modèles économiques en tant que pilier du développement durable. Tiemoko Melie-Kone s'exprimait lors d'une rencontre de haut niveau sur la réévaluation de la richesse verte de l'Afrique. Le nouvel abattoir d'Anyama, une superficie de 288 hectares que devront occuper désormais les vendeurs de bétail délogés des anciens sites. Une initiative des autorités ivoiriennes pour moderniser mais aussi centraliser le commerce du bétail qui suscite des préoccupations de la part de ces commerçants. Certains d'entre eux hésitent encore à franchir le pas et demandent l'accompagnement de l'État, un accompagnement adapté, et on en parle dans ce 13h. Dans ce journal, il y aura du football avec les éléphants qui sont qualifiés pour la prochaine CAN qui se jouera au Maroc après le match nul entre le Tchad et la Sierra Leone. Il reste aux tenants du titre à conforter leur place de leader du groupe G avec une victoire sur la Zambie. Le match se jouera demain entre les deux équipes pour la 5e journée des éliminatoires de cette CAN 2025. Bienvenue à tous. La richesse verte de l'Afrique réévaluée à la COP 29. Les réflexions ouvertes hier ont enregistré des positions fortes de la Côte d'Ivoire. Une richesse qui, selon le vice-président de la République, est souvent sous-évaluée. Tiemoko Melie-Kone appelle à l'élaboration de stratégies robustes permettant de revaloriser et de monétiser ce capital naturel. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Ce mercredi, à Bakou, en Azerbaïdjan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie-Kone, a pris part à la rencontre de haut niveau sur la réévaluation de la richesse verte de l'Afrique, organisée en marge du sommet mondial sur le climat. Cette thématique s'impose à notre continent en ce moment bien particulier où le monde peine à s'accorder sur un niveau de ressources climatiques à la hauteur des besoins d'adaptation de l'Afrique aux effets des changements climatiques. En février 2024, le 37e sommet de l'Union africaine, après avoir constaté que le PIB ne donne aucun élément sur l'apport des ressources naturelles à la richesse des pays, a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'intégrer le capital naturel à son évaluation. Une vision soutenue par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué de réaffirmer le soutien et l'engagement de la Côte d'Ivoire. Nous devons approfondir la réflexion pour nous assurer que l'intégration de cette richesse ne soit pas qu'un simple exercice statistique, mais qu'elle génère réellement des revenus effectifs. Elle doit impacter l'essor économique et profiter aux populations en améliorant leurs conditions de vie, notamment celles des jeunes et des femmes. L'Afrique ne pourra pleinement bénéficier d'opportunités comme celles offertes par le marché du carbone que si elle parvient à influencer les prix, le prix de la tonne de carbone et à contrôler l'évaluation de son potentiel. Nous devons donc accélérer la recherche et l'innovation en adoptant une approche inclusive, impliquant à la fois le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers afin d'identifier et de déployer les solutions durables. Tiemoko Melie-Kone a pour finir appelé les Africains à tirer meilleur profit du mécanisme des crédits carbone qui offre d'énormes opportunités grâce à la richesse verte. Et voilà qui réaffirme bien l'engagement de la Côte d'Ivoire à promouvoir cette vision de l'Union africaine qui intègre le capital naturel dans nos modèles économiques. Le programme de développement des chaînes de valeur vivrières, 238 entrepreneurs de Côte d'Ivoire reçoivent un financement pour renforcer leur activité agricole. C'est un investissement de plus de 8 milliards de francs CFA pour renforcer cette chaîne de valeur, des chaînes de valeur du manioc, du maraîcher, mais aussi de l'aquaculture. On en sait plus avec Franck Quadio et Adam Akere. Yamoussoukro, capitale politique, théâtre ce jour de l'autonomisation financière agricole. 283 entrepreneurs constituant la deuxième cohorte du fonds à coût partagé du projet de développement des chaînes de valeur PDC2V reçoivent leur chèque en présence du Premier ministre. Un soulagement pour Sabine qui peinait à développer son activité piscicole. Un prêt d'un montant total de 194 251 950 francs CFA. Mais surtout, c'est un grand défi
c'est bien beau de recevoir le financement, mais il faut pouvoir l'utiliser conformément à ce que vous avez demandé. Dame Kouadio, elle, 2 années plus tôt recevait son financement. De même, ses structures de formation, et ce, dans le cadre de la première cohorte forte de 109 bénéficiaires en août 2023. 163 millions. Voilà, pour ce projet, nous avons d'abord produit plus dans le vin, vu que nous sommes spécialisés dans le vinage, et aussi augmenter la quantité des laves au niveau de la protéine animale. Donc avec ces 59 millions, nous avons construit l'unité d'Ateke, on l'a équipée, et puis nous avons amélioré le système agricole au niveau du maraîcher. Le PDC2V, mis en œuvre par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, bénéficie à 85% du financement de la Banque mondiale. Créer des emplois sur le sol de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le défi que le pays a. Voilà le défi que nous, vos partenaires, avons avec vous. Les PME encouragent donc à être créateurs d'emplois à travers le PDC2V qui met en avant la chaîne de valeur autour du manioc, de l'aquaculture et des maraîchers. Le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani note pour sa part l'engouement croissant des entrepreneurs agricoles. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième vague de bénéficiaires. Il y a encore des ressources à mettre à votre disposition. Les enregistrements et les sélections se poursuivent. L'État a mis des fonds à votre disposition. Une opportunité unique à saisir et tâchez d'en faire bon usage. Des raisons de se satisfaire car le vivier du producteur pour l'autosuffisance alimentaire de demain se densifie et ce, de façon qualitative comme le relève le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Un projet structuré pour aider véritablement ceux des nôtres et celles des nôtres qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique dans le domaine agricole. Quand on voit nos femmes de Boisflé, de Yamoussoukro, d'Aboisseau, de Korogo, d'Odiéné, de San Pedro, de partout, capables de produire des maraîchers de grande quantité et de qualité, ne peut-on pas rêver de voir la Côte d'Ivoire champion d'Afrique dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici ce matin pour vous dire qu'ensemble, auprès du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire doit devenir champion d'Afrique de l'agriculture partout et en tout temps. Des cohortes mis en mission, notons qu'un fonds de plus de 160 milliards de francs CFA a été mobilisé pour la mise en œuvre de l'initiative dont la cohorte 2 bénéficie d'une enveloppe de subventions à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA. Les chèques remis ces jours oscillent entre 20 et 274 millions de francs CFA par bénéficiaire. Voilà une tendance de développement qualitatif qui s'étend à tous les secteurs. On le voit avec l'enseignement technique qui entame une démarche qualité. Dans la pratique, les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle seront soumis à une évaluation. L'objectif, c'est de répondre aux besoins du marché de travail, s'adapter aux évolutions technologiques, mais aussi apporter une valeur ajoutée incontestable à l'économie ivoirienne. Jean-Marc Odjadji. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage concrétise sa vision de promotion de l'excellence. L'institution lance donc la généralisation de sa démarche qualité dans les établissements d'enseignement, de formation technique et professionnelle. Une opportunité pour le corps pédagogique et les apprenants pour améliorer leurs performances. Le lycée professionnel technique de San Pedro, de Boaké, de Trècheville et le lycée professionnel commercial de Cocody sont en phase d'expérimentation. Notre objectif est clair, implanter au bout de 3 années cette démarche qualité dans près de 700 établissements publics et privés de notre dispositif. Les témoignages qui ont été faits par les établissements de la phase pilote, ça les a amenés à vraiment opérer un véritable changement en vue de l'amélioration des processus au sein de leurs établissements respectifs.
Le lancement de la généralisation de cette démarche qualité est l'occasion de remettre des certificats aux membres de la cellule interne d'assurance qualité SIAC ayant obtenu leur accréditation. Voilà une démarche qualitative qui touche aussi au marché du bétail et voyons comment cela se passe. Vous n'aurez plus besoin de vous rendre dans la commune d'Adjamé pour acheter vos bêtes. Les commerçants du parc à bétail sont réinstallés sur un nouveau site à Anyama. Et comme tout commencement, il est un peu difficile de s'adapter, surtout pour les commerçants qui s'inquiètent du coût des nouveaux box, des conditions d'accueil, mais aussi des aménagements jugés incomplets. Le reportage de Jean-Luc Bongo. Ici, au parc à bétail d'Adjamé, l'heure est aux interrogations. Depuis la mise en demeure du district d'Abidjan, les commerçants savent qu'ils doivent quitter les lieux pour rejoindre le nouveau marché d'Anyama. Un marché plus moderne, mais qui suscite aussi des inquiétudes chez Mohamed. Ils nous ont trouvé un site à Anyama, mais le site a un petit problème. Le problème qui est là-bas, selon les dimensions des parcs, c'est ce qui nous gêne beaucoup. Les parcs là, ils sont petits pour un camion qui quitte au Mali ou au Burkina pour débarquer. Souvent, on a 200 têtes, 250 têtes. C'est petit. Tu vois, eux, le prix d'enclos, on parle de 500 000. C'est ce qu'on demande l'État de Côte d'Ivoire de diminuer pour nous. Inch'Allah, si Dieu le veut, à Anyama, là, on sera là-bas. Personne n'a dit ici qu'il ne veut pas partir à Anyama. Il n'y en a pas ces personnes-là ici. Pas contre le déménagement, mais besoin d'un accompagnement pour que cette transition se passe bien, selon Souleymane Bakayoko. On veut que le site n'a qu'à être propre. Quand le site est propre, on sait que bon, on est dans la sécurité. Tout est propre, on s'en va regarder le site et puis voir que tout est bien organisé. On se lève, on s'en prend. Donc ça a trouvé que nous-mêmes, on est pressés pour aller. À Anyama, les travaux avancent, mais le marché est encore en chantier. Un site de près de 200 hectares, certains commerçants viennent déjà pour explorer les lieux et se préparent à la transition. Le coin, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Mais tout le début, c'est un peu dur. Mais à la fin, ça va aller. D'autres, comme Youssouf Seri, ont déjà franchi le pas. Il est l'un des premiers à s'installer ici. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas fini. Ils n'ont pas fini le travail d'abord. Ils devraient nous laisser le temps. Parce que dès que s'ils sont finis net, non, on va venir. Pour le président de l'interprofession bétail-viande, gros ruminant de Côte d'Ivoire, cette relocalisation est une étape essentielle pour moderniser le secteur. C'est où il y a les hommes, c'est là-bas il y a bonheur. Quand les gens vont déménager à Anyama, un mois après, tu vas pas trouver que le coin a changé. Mais est-ce que normalement, si ce n'est pas parce que on a en Afrique là, est-ce que les animaux doivent vivre avec les gens? C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que le gouvernement est en train de donner comme explication. Parce que les animaux, ils sont liés à part, les hommes, ils sont liés à part. Tu vas partir en France comme ça, tu ne vas jamais voir un mouton en ville, mais la viande ne manque pas. Donc à Anyama aussi, la Côte d'Ivoire a changé, le pays là a évolué, et il faut qu'on respecte la vision du gouvernement. Entre impatience et incertitude, le défi pour les commerçants reste de pouvoir continuer leur activité dans de bonnes conditions. Il n'y a aucune crainte à avoir pour ce changement. Parlons de sécurité maritime interrégionale avec des magistrats qui sont invités à revisiter les lois sur la gestion des litiges portuaires avec en arrière-plan la vision d'élever les normes de sécurité requises par les marchés internationaux. Explication par Lansine Bakayoko. L'augmentation des activités portuaires et la complexité accumulée des échanges génèrent de nombreux contentieux liés à la responsabilité civile portuaire. La gestion de ces litiges comporte des aspects techniques et juridiques compliqués qui nécessitent une spécialisation des acteurs en charge de la gestion des litiges, parmi lesquels figurent les magistrats. Il était important pour nous de donner aux magistrats des outils nécessaires en vue de comprendre les litiges. D'abord, il faut les comprendre et dire le droit. Parce que sur cet espace-là, il faut dire le droit, mais bien entendu, il faut aussi connaître l'aspect technique de la chose. Ces litiges couvrent divers sujets liés notamment à la dégradation des infrastructures, aux dommages sur les navires et les marchandises, aux pollutions, les épaves maritimes, les créances maritimes et au non-respect de la réglementation. Il s'agira pour nous de revisiter le droit et le contentieux maritime. Deuxièmement, il nous reviendra également de discuter des questions de grandes préoccupations régionales liées à la sécurité et à la sûreté maritime dans l'Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée.
Les magistrats, désormais formés aux dernières techniques et exigences internationales, repartent dans leur pays mieux équipés pour relever les défis quotidiens d'une gestion portuaire sécurisée. Et toujours sur la gestion portuaire, les femmes du secteur portuaire font remarquer leur rôle dans la sécurité portuaire. Elles l'ont exprimé à la première conférence sur les femmes dans la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Une rencontre qui s'est tenue à l'université de San Pedro, une ville portuaire, selon ce détail de Sam Kona. Face au constat de la sous-représentation des femmes dans le secteur de la sécurité maritime, le projet ENMA, Action maritime renforcée dans le golfe de Guinée, a organisé une conférence publique à l'université de San Pedro. On a voulu mettre en avant les femmes qui sont déjà actrices dans ces milieux-là et inspirer les nouvelles générations à rejoindre le secteur de la sécurité maritime et portuaire. La sécurité maritime, le rôle que jouent les hommes, nous voulons notre place. Au cours de cette conférence publique, les femmes qui travaillent déjà dans la sécurité maritime ont partagé leur expérience et prodigué des conseils aux étudiantes. Avoir confiance en soi et se dire que la sécurité maritime, c'est pour tout le monde. Elles sont des femmes, si elles sont compétentes, elles y vont très loin. Le partage d'expérience repose d'abord sur la compétence, je vais dire, académique. Il faut d'abord aimer étudier. Le secteur maritime n'aime pas l'à peu près. C'est vraiment inspirant. Ça m'a permis de changer mon état d'esprit sur ce métier. Ça m'ouvre encore plusieurs portes. La drogue, quand ça rentre en grande quantité, ce n'est pas par la route, c'est par la mer. On a vu l'exemple ici à San Pedro récemment. Donc si nous arrivons à sécuriser au niveau de l'espace maritime, nous avons tout à y gagner. La conférence sur le rôle des femmes dans la sécurité maritime a été organisée en collaboration avec le réseau des femmes professionnelles du secteur maritime et portuaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec l'appui d'Expertise France, de l'Union européenne, du port autonome et de l'Université de San Pedro. Je vous invite à présent à embarquer sur des voies qui traversent les capitales de la sous-région. Ce qui nous intéresse, c'est le profit économique du corridor Abidjan-Lagos. C'est un projet de 1028 km à travers la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et en attendant sa réalisation complète, les experts évaluent l'impact économique de cette infrastructure routière. Mahama Traoré. Le projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos ne doit pas seulement profiter qu'aux acteurs du transport. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui en est à l'initiative, envisage faire de cette infrastructure routière, longue de plus de 1028 km, une véritable zone d'opportunité économique. Par exemple, la Côte d'Ivoire a de bonnes potentialités en matière d'agriculture. Nous pouvons prendre notamment le cacao ou l'ananas transformé en Côte d'Ivoire, l'envoyer par la suite dans la zone industrielle du Ghana et enfin le vendre sur le marché nigérien qui compte environ 200 millions de consommateurs. Nous recherchons un changement tout au long du corridor et non pour un seul pays ou chaque pays séparément. La valeur ajoutée de chaque projet doit pouvoir profiter à chacun des pays du corridor. Pour espérer atteindre cet objectif, les experts des 5 États membres concernés évaluent à Abidjan les potentialités économiques dont regorge chaque pays sur le tracé du projet. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, un impact considérable est attendu dans la région du Sud Comoé. Déjà, ce qu'on retient, c'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel qui existe dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau des mines, au niveau des infrastructures industrielles, au niveau de l'activité économique. De façon précise, après les présentations par État, nous pourrons ensemble regarder et avec toutes les structures compétentes, voir comment mettre en place ces projets-là. L'autoroute du corridor Abidjan-Lagos représente un marché de plus de 250 millions de personnes. Intéressons-nous à présent au forum de la diaspora, qui est un rassemblement des Ivoiriens de l'extérieur à Yamoussoukro. Il a réuni donc les Ivoiriens de l'étranger et tous les acteurs de la promotion des Ivoiriens à l'étranger. Le Sénat de Côte d'Ivoire, initiateur de ce forum, se positionne dès lors comme un vecteur de réinsertion de la diaspora et invite à investir dans des secteurs stratégiques en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire est riche de par ses enfants. Chacun a son histoire. Il y a parfois eu des doutes. Sans relâche, on reste attaché à son rêve jusqu'à ce qu'il se réalise. J'ai quitté Abidjan
en tant que sirette je suis, dans les rues du plateau et à la gare routière d'Adjamé. Je suis parti il y a une vingtaine d'années d'Abobo. Et aujourd'hui, je rentre en tant qu'unique député noir qui siège au Parlement italien, qui compte 400 députés et 200 sénateurs. Au total, 600 nous sommes et je suis l'unique noir. Cette diaspora communément appelée la 32e région peut et doit constituer une force économique pour la Côte d'Ivoire à travers des projets. La problématique des mécanismes d'appui à la diaspora repose sur la nécessité de structurer et d'optimiser les dispositifs de soutien pour encourager et faciliter les contributions de la diaspora au développement de la Côte d'Ivoire. La diaspora, partenaire clé de nos régions, de nos districts et de nos communes. Pourquoi pas? Nous devons tous être conscients de la place centrale qu'occupe la diaspora dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, à l'instar de l'ensemble des pays du monde. Deuxièmement, du rôle de la diaspora dans la dynamique territoriale. La diaspora ivoirienne forte et diversifiée représente un atout indéniable dans le pays. Les échanges se poursuivent. Diaspora et investissement, attente de la diaspora, etc. Des thèmes autour desquels pouvoir public et diaspora vont essayer d'accorder leur point de vue. Le forum sur la diaspora ivoirienne se poursuit donc à Yamoussoukro. Et voyons de plus près ce partenariat entre la diaspora ivoirienne et l'État de Côte d'Ivoire. La diaspora qui est invitée à investir dans des secteurs clés est aussi catalyseur de capitaux étrangers. C'est une démarche qui accompagne bien les politiques diplomatiques de la Côte d'Ivoire, suivant l'expérience de l'Alliance Europe-Ivoire avec Julien Gogo et Sidonie Davila. La diaspora ivoirienne s'engage dans le développement du pays. Kouadio Évariste, président de l'Alliance Europe-Ivoire, explique cette vision au cours d'une conférence de presse. Une association qui met en relation en fait, les personnes de la diaspora. Je me suis rendu compte qu'il y avait des structures pour aider effectivement. Les entrepreneurs présentent également les opportunités qu'offre l'immobilier, notamment dans son volet écologique. Je suis résidente en Côte d'Ivoire depuis le 2012. Je travaille dans la construction et dans l'aménagement d'intérieur. On a trouvé des bonnes formules avec des matériaux locaux. Je suis l'une des responsables de l'Alliance Ivoire-Europe qui vise à faire la promotion de la diversité culturelle, du métissage culturel entre la Côte d'Ivoire et les peuples d'Europe. Nous les invitons à venir s'associer avec nous pour promouvoir ce pays, promouvoir tout le potentiel que regorgent les régions de la Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires étrangères, à travers sa direction des Ivoiriens de l'extérieur, accompagne la diaspora ivoirienne à mieux s'insérer pour un meilleur investissement dans le pays. À présent, la lutte contre l'orpaillage illégal à Korogo qui sert de modèle et le préfet de la région du Poro vient de conduire une délégation dans les 16 sous-préfectures qui composent cette région. On voit cette démarche dans ce développement rapporté par Jean-Marc Djedji. Le préfet de la région du Poro retrousse ses manches pour dire non à l'orpaillage illégal dans le département de Korogo. Ici, dans la sous-préfecture de Komborodougou, sur un site récemment déguerpi par les soldats du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Durant un mois, toutes les poches de résistance nées de ce phénomène ont été passées au peigne fin. Un seul message au nom du gouvernement: déloger les orpailleurs illégaux et encourager les jeunes nationaux à intégrer le secteur par la voie de la légalité. Je pense que c'est positif parce que nous avons mis le doigt sur la plaie et les populations ont apprécié que nous puissions venir leur montrer donc, les impacts négatifs sur elles, sur l'environnement et même sur nos économies locales. Korogo, point de chute de cette vaste campagne de sensibilisation. Environ 1000 personnes des forces vives de la société sensibilisées. Tout le monde s'engage pour une guerre sans merci contre l'orpaillage illégal. Nous savons que c'est un acte incorrect. Donc nous voulons dire aux autorités de se rassurer. Dès que nous avons un petit signe, nous leur ferons signe. L'orpaillage illégal détruit non seulement la végétation,
mais nous donne au niveau de la santé, nous prouvons un certain nombre de choses, ce qui n'est pas bon. Donc, Monsieur le Préfet, je voulais vous prendre devant vous cet engagement que nous, les cadres de la sous-préfecture de Konu, les chefs des villages, nous allons poursuivre ce travail qui a commencé aujourd'hui. Après le département de Korogo, le commando de lutte contre l'orpaillage illégal se rendra à Mbeng, Sinematiali et Dikodougou. Des engagements de la population qui sont aussi attendus sur l'opération d'enrôlement pour la révision de la liste électorale. Et dans cette action, l'association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire se propose pour accompagner la sensibilisation faite par la commission électorale indépendante. On en parle avec Sidonie Davila. 10 anciens parlementaires, forts de leur expérience, ont décidé de s'engager dans une nouvelle mission. Contribuer à la réussite de la révision de la liste électorale. Issus de différents bords politiques et motivés par un profond attachement à la paix, l'Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire, APECI, se propose de participer activement à la révision de la liste électorale par des campagnes de sensibilisation. Cette initiative a été présentée à la Commission électorale indépendante en présence du premier vice-président, Kone Sourou. En notre sein, il y a plusieurs partis politiques. Mais ce n'est pas en tant que parti politique que nous allons tenir ce langage. Nous allons tenir ce langage en tant qu'association de tous les anciens parlementaires. Nous allons leur expliquer l'importance, disons, d'être inscrits sur une liste électorale. Chaque élément, chaque individu, chaque citoyen a le devoir de se faire inscrire. Ce sont des personnes qui savent ce que c'est que l'élection, qui savent ce que c'est que le terrain politique, qui savent ce que c'est qu'un électeur. Et que cette association vienne nous apporter son appui et nous féliciter pour le travail que nous faisons, mais nous en sommes très très heureux. Et nous sommes certains que nous ferons des choses ensemble, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En sensibilisant les populations, l'APECI souhaite ainsi renforcer l'engagement citoyen et encourager une participation massive à l'enrôlement pour la révision de la liste électorale. Culturel de ce journal, un écrivain au service de la culture africaine, Maurice Bandaman, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, est célébré en homme de lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un hommage centré sur ses capacités à fabriquer des textes mais aussi des sens, un espace d'échange sur ses œuvres mais surtout sur son impact sur la littérature et la société que racontent Générosa Quadio et Godefroy Okambawa. Célébrer la richesse littéraire de Maurice Kakou Bandama, écrivain et actuellement ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Des échanges académiques autour de l'impact de ses écrits. Une rencontre initiée par l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui rassemble universitaires, chercheurs et passionnés de littérature. Qu'il nous soit permis de dire qu'il s'agit également de participer à la constitution progressive de notre patrimoine littéraire et culturel. C'est pourquoi il s'agirait ici de relever les défis liés à la richesse et à la pluralité des productions de Maurice Bandaman, qui sont étalées sur pratiquement 40 ans de vie littéraire, mais également 40 ans de vie politique. Le professeur Pienda, titulaire des universités en sciences et lettres, dans sa conférence inaugurale, a rappelé que l'œuvre de l'écrivain suscite des analyses sur les traditions et les enjeux contemporains de l'Afrique. L'écrivain est avant tout et par-dessus tout, j'insiste, est un artiste, un esthète, un créateur, une personne douée pour écrire et produire des œuvres d'art, des œuvres d'imagination, des œuvres littéraires. Auteur de plus d'une vingtaine d'œuvres littéraires, dont Le Fils et la femme mâle, la Bible et le fusil, Maurice Kakou Bandaman a partagé ses aspirations de voir ses écrits célébrés à travers ses assises. Ce que je veux, c'est de servir mon pays, c'est de servir mon prochain, c'est d'être un soldat. Servir sans condition, c'est de servir sans rien en attendre. Quel privilège! Je rends cela à mon pays, je rends cela à ma famille, je rends cela aussi à mes maîtres, à ceux qui m'ont encadré. Ce colloque international consacre Maurice Kakou Bandaman comme une voix littéraire majeure. Une rencontre riche en échanges et en perspectives pour les générations à venir.
Et poursuivons avec le football, la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants tenants du titre ont leur ticket pour la participation à la prochaine CAN qui se jouera au Maroc. Qualification qui arrive avant le match contre la Zambie prévu demain et après le match nul entre les sélections tchadiennes et la Sierra Leone. Dans le cadre de la 5e journée éliminatoire, un match joué hier au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et puis enfin un petit point dans le groupe G, le Tchad est éliminé. La Sierra Leone reste suspendue au match Côte d'Ivoire-Zambie. Ses chances de qualification dépendent du sort de la Zambie dans les 2 dernières journées des éliminatoires. Nous poursuivons avec l'hégémonie de Donald Trump sur les instruments du pouvoir américain. Après la Maison-Blanche et le Sénat, les républicains remportent la majorité des sièges de la Chambre des représentants. Un congrès républicain, c'est aussi un contre-pouvoir faible. Alors le président aura les coups des franches pour ses projets. Tout est aligné donc pour concrétiser son slogan « Make America Great Again ». C'est un nouveau congrès qui entrera en fonction le 3 janvier prochain. Et nous ne saurons terminer ce journal sans lire ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 15 novembre 2024, journée nationale de la paix, est déclarée journée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé du ministre Adama Camara. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1. Rendez-vous lundi, même heure.